à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ce talk et pour la rentrée du GDG. Le GDG, c'est un Google Developer Group. Nous, on habite dans le sud de la France, on habite vers Sophia Antipolis. Et on organise des événements tech, que ce soit en remote ou que ce soit en présentiel par chez nous. Et souvent, ce sont des tech talks. On a fait aussi des panels de discussion. Et on serait ravis, si vous avez des propositions évidemment, si vous voulez vous joindre à nous. On est toujours preneurs et preneuses de suggestions. On essaye d'organiser un événement par mois. L'agenda est plutôt chargé pour ce début d'année, mais si vous avez des idées pour l'année prochaine, à partir de janvier, on sera ravis de prendre toutes vos suggestions. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Fabrice avec nous, qui est co-organisateur, donc avec Matt, qui est présente dans le chat, et Amel, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, et moi-même, Donia. Il va nous faire bénéficier de son savoir sur Git aujourd'hui, sachant qu'il est Git trainer, mais il vous en dira plus après. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je ne sais pas si vous voyez, si vous êtes sur la plateforme de conférence. Pour ceux qui sont sur YouTube, ce sera différent. Mais pour la plateforme de conférence, il y a une section Q&A. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Juste ne pas cliquer sur répondre parce que sinon, elles disparaissent. Et on laissera Fabrice répondre aux questions. Et puis, si vous êtes sur YouTube, en train de regarder le live, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les récupérera aussi à la fin du talk. Voilà, je te laisse la parole, Fabrice. Merci. Alors déjà, bonjour à tous. Merci d'assister à ce talk. C'est mon premier talk technique, et en plus c'est pour le GDG, donc c'est un honneur pour moi. Je vais commencer par me présenter. Je suis Fabrice Fontenoy, je suis diplômé d'une école d'ingénieur et voilà, avec un double diplôme à Londres. Je suis architecte et développeur logiciel depuis presque 15 ans. J'ai développé principalement pour des grands groupes comme Thales, Airbus, et depuis que je suis indépendant, je développe pour une start-up principalement pour de la donnée d'entreprise, une solution BI, et aussi pour du CRM. Et donc je suis développeur indépendant depuis 2019. Je suis co-organisateur du GDG Sophia Antipolis, donc là j'ai l'honneur de faire plutôt le mode présenteur, mais d'habitude je suis de l'autre côté, donc là ça fait un peu bizarre. Et comme a dit Donia, je suis formateur Git depuis 2 ans, donc soit pour des organismes de formation, soit en direct pour les entreprises. Donc voilà pour moi, mais on va passer déjà au vif du sujet, avec déjà des petits rappels. Donc le talk d'aujourd'hui est pour des personnes qui sont déjà un peu familiers avec Git, mais je vais faire quand même des rappels sur des notions importantes qu'on va avoir besoin de rappeler pour la suite du talk. Alors d'abord, un point important, c'est que Git utilise des snapshots au lieu de delta. Si vous prenez alors je vais parler de VCS, un VCS c'est Version Control System, système de contrôle de version. Si vous prenez un VCS comme SVN, SVN utilise des deltas, c'est-à-dire que une version d'un fichier est stockée sous forme de diff, de delta, par rapport aux anciennes versions. Donc SVN a besoin des anciennes versions pour reconstituer la version du fichier final. Git, quant à lui, utilise des snapshots, c'est-à-dire que chaque version de votre répertoire, chaque commit en fait, contient l'intégralité des fichiers. C'est un avantage, ça a beaucoup d'avantages, c'est pas le but du talk aujourd'hui, mais ça a l'avantage de rendre Git extrêmement rapide et de faciliter la gestion des branches dans Git. Mais si je vous parle de snapshot, c'est parce que en fait, on peut voir un commit comme un snapshot, c'est-à-dire que un commit, c'est à lui seul, avec un commit, on peut à lui seul reconstituer un répertoire de travail, sans avoir besoin des commits précédents. Un autre petit rappel, c'est la vision globale au niveau Git, et notamment l'index, parce qu'on en aura besoin un petit peu dans ce talk vers la fin. On a notre espace de travail qui nous permet de modifier nos fichiers. On a cet espace qui s'appelle l'index ou la staging area, qui est en fait un espace de préparation de commit. Donc on va pouvoir ajouter
tel ou tel fichier dans cet espace avant de committer et on peut laisser tel ou tel autre fichier en dehors de cet espace, pour ne pas le committer tout de suite. Donc on aura besoin de cette notion d'index, dans la suite du doc. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Et ensuite, donc pour finir le schéma, ici on a le répertoire local. Donc en fait, c'est le répertoire .git que vous avez dans votre, projet local. Et ensuite, vous avez les opérations de push et de fetch qui permettent de communiquer avec le remote repository. Donc par exemple un GitHub, un GitLab, ou un serveur, stocké sur votre, en interne de votre entreprise. Donc voilà pour les rappels. On va s'amuser en fait à regarder comment fonctionne Git en interne, c'est-à-dire comment, il gère son stockage et comment, à l'aide de ce stockage, on va pouvoir bénéficier d'un VCS, puissant comme Git. Donc la première chose à savoir, c'est que en fait Git est bien plus qu'un VCS, c'est carrément un système de contenu adressable. C'est-à-dire, c'est totalement générique, on a un système de stockage clé-valeur. On peut stocker n'importe quelle information et avec une clé, on peut la récupérer et on peut réécrire, on obtient une clé et ainsi de suite. Et en fait, ce système de stockage clé-valeur, on le manipule avec des commandes bas niveau, ce qu'on appelle les plumbing commands. C'est des commandes que vous n'utilisez pas tous les jours et qu'on va utiliser aujourd'hui, mais qui permettent justement de parler avec cette base de données, en fait. Et par-dessus, on a les commandes usuelles. C'est des commandes d'enrobage qui font justement la surcouche VCS. Et là, il s'agit des commandes que vous avez l'habitude d'utiliser, comme le commit, comme le checkout, par exemple. Et ces commandes, on les appelle les porcelain commands. Toutes les métadonnées de Git, donc toutes les données, les objets, tout ça, tout ce que Git a besoin est stocké dans le répertoire .git. Donc, vous avez sûrement dû aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, on va le détailler et on va voir explicitement comment Git interagit avec les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Et on va parler principalement, entre autres en début, des 3 objets principaux qui vont nous permettre de constituer un commit. On va parler des blobs, des trees et des commits. Alors on va commencer déjà par la construction d'un objet. Que ce soit un blob, un tree ou un commit, tous les 3 sont des objets Git et ils sont tous constitués de la même façon. Et pour constituer ces objets, Git commence d'abord par créer un header, une en-tête, où on va avoir le type de l'objet, donc par exemple blob, tree ou commit. Il va ensuite ajouter la taille du contenu, et il va terminer cette en-tête avec l'octet nul. Ensuite, il va concaténer à ce header le contenu du fichier. Il va hacher ce contenu avec un algorithme de hachage qui s'appelle, c'est l'algorithme SHA-1. C'est pour ça que des fois, en fait, la clé qui est obtenue par ce hachage, le hash de cette opération de hachage, on l'appelle des fois le SHA-1 et j'utiliserai sûrement ce nom par la suite. Donc le SHA-1, en fait, c'est la clé de l'objet. C'est ce qui va nous permettre ensuite de parler à la base de données Git pour récupérer tel ou tel objet. Une fois qu'il a récupéré ce hachage, cette clé de hachage qui constitue la clé de l'objet, il va compresser le contenu via la librairie zlib et il va stocker cet objet dans le répertoire .git/objects/ les 2 premières lettres du SHA-1, donc de la clé, / la suite du SHA-1. Ça va lui permettre, le fait de découper le SHA-1 en 2, ça va lui permettre d'avoir accès plus rapidement aux objets. C'est-à-dire qu'avec le hachage, il aura très peu de collisions et donc la plupart du temps, en fait, il va juste regarder les 2 premières lettres et il va avoir un seul fichier dans le répertoire et donc il sait que ça va être, qu'on parle de cet objet. Donc c'est pour ça que quand vous faites des commandes, Git, vous n'êtes pas obligé tout le temps de mettre l'intégralité du SHA-1, de la clé. Vous pouvez mettre que les 2-4 premiers caractères et Git, il arrive à retrouver de quel objet vous parlez. Alors maintenant, si on prend le cas des blobs, un blob, c'est quoi? C'est l'unité atomique de stockage du contenu de Git. Ça sert uniquement à stocker du contenu et c'est pas lié à un fichier. C'est pas lié non plus à un ensemble de fichiers, c'est pas lié à un fichier, donc on n'a pas de chemin. Et comme pour les autres objets, c'est stocké au même endroit dans .git./object. Alors on va commencer par une petite manipulation. Je vais créer un premier objet blob. Et au lieu de le créer avec un fichier, je vais le créer avec une redirection, donc avec un écho, et on va rediriger dans la commande git.
Donc, je vais écrire hello GDG Sophia Antipolis. Et là, pour créer un objet, on va utiliser la commande hObjects. Ça, c'est la commande qui permet de créer un objet à partir d'un contenu, soit d'un fichier, soit d'un écho, par exemple. On met l'option "-w" pour écrire vraiment cet objet. Si on ne la met pas, ça va juste nous renvoyer le SHA-1 correspondant. Et là, on va lui dire, au lieu de prendre dans un fichier, on le prend depuis l'entrée standard. Voilà. Et là, on voit que Git nous renvoie un SHA-1. Si on regarde dans mon répertoire, donc là, je suis dans un répertoire que j'ai créé pour ce talk. J'ai quelques commits. Voilà, j'ai 3 commits, j'ai 2 tags, j'ai une branche master, voilà. On va aller voir, on va confirmer que cet objet a bien été créé. Donc on va aller voir ici, dans git/object. Donc le SHA-1 commence par BC. Et là, j'ai qu'un seul fichier. Et si je regarde ce qu'il y a, en fait, c'est du binaire, on peut pas le lire, on sait pas ce qu'il y a. Alors si on veut lire un objet Git, Git propose une autre plumbing command qui s'appelle catfile. Et là, il suffit de faire git catfile -p et on lui met le SHA-1 correspondant. Et là, par magie, on retrouve le contenu que j'ai écrit. Donc là, on voit que Git a stocké dans sa base, donc c'est une base fichier, et que la clé permet de récupérer le contenu qu'on a écrit. Avec la commande git catfile, on peut également récupérer le type de l'objet avec l'option "-t". Et là, il nous dit c'est un blob. Ok, mais comment on va s'en servir de ça? Alors déjà, on peut déjà faire un premier test. Imaginons, alors là, pour le coup, je ne vais pas faire comme ça. Je vais me créer un nouveau fichier. Voilà, je me crée un fichier test.txt qui contient first version. Si vous n'êtes pas habitué, les lignes de commande, voilà, je vous confirme. Cat, ça affiche le fichier. Et dedans, il y a first version. On va réutiliser la commande git catfile, mais cette fois-ci avec un fichier. Git hObject, pardon. W, et donc là, on lui met directement le fichier. Il me sort un autre hash. On peut les vérifier. J'ai bien first version. Okay. Si maintenant, dans mon fichier, je change le contenu et que je recrée un nouvel objet à partir de ce fichier, je vais avoir le contenu a changé, donc le hash a changé, donc j'ai un nouvel objet et j'ai son nouvel ID. Donc pareil, vous avez compris, je pense. Ah, j'ai ma seconde version. Mais du coup, on a nos deux objets, nos deux versions. On peut facilement rediriger la sortie sur notre test.txt. Donc là, ça n'a rien fait, je me suis trompé de version. Et si je le fais avec celui-là, on voit que maintenant, dans mon fichier test.txt, j'ai ma première version. Donc on voit déjà que avec ce système de stockage, on va pouvoir facilement retourner sur une version ou une autre, juste en décompressant un objet et en le remettant dans le fichier. Donc voilà, ça c'est les blobs, ça sert à stocker un contenu de fichier. Donc là, je vous ai écrit, on ne va pas passer, c'est ce que j'ai fait en manipulation, mais comme ça, si vous voulez les slides, je peux vous les envoyer, et puis vous aurez le détail des commandes. C'est ce que je viens de faire. Donc le blob, on a vu que ça permet de stocker un contenu uniquement. Il n'y a aucun lien avec un fichier ni les droits d'accès. On ne peut pas stocker non plus un ensemble de fichiers. Donc en fait, ça va être assez limitant pour faire notre VCS. C'est pour ça qu'on a un nouvel objet qui s'appelle les tris. Alors le tri, c'est quoi? Le tri, ça va être un ensemble, ça va être juste une liste de lignes. Et sur chacune des listes, on va avoir un pointeur vers soit un objet blob, soit un autre objet tri. Chaque ligne va contenir l'identifiant de l'objet concerné. Donc par exemple, on peut pointer sur un blob, on va avoir l'identifiant du blob, on va avoir aussi des droits d'accès et le chemin sur auquel correspond ce contenu. Et de la même façon que les autres objets, il est stocké au même endroit dans le point git/object. Donc on va faire un premier
va déjà regarder à quoi ressemble un tri. Alors, comme c'est un objet Git, on peut utiliser aussi la commande getFile. Au lieu d'utiliser un identifiant, ce que je vais faire, je vais lui dire: «Montre-moi le tri correspondant au head». Donc pour rappel, le head, c'est le pointeur qui, pointe sur la branche sur laquelle on est, et donc ça pointe par transitivité sur le commit sur lequel on est. Donc si je lui fais head tree, c'est une notation head circonflexe tree, ça pointe sur le tree du head. Et donc ça va m'afficher le contenu du tree sur lequel je suis actuellement. Et donc là, on voit que j'ai un blob qui correspond en fait à mon point gitignore. J'ai un autre blob qui correspond à mon readme.md, et j'ai un sous-tree. Voilà, c'est un répertoire doc. Donc on voit là, c'est les droits d'accès. Les répertoires généralement sont en 0,40 000 et les fichiers sont la plupart du temps en 100 644. Donc si, par exemple, là on a notre arborescence, je peux très bien aller voir ce qu'il y a dans cet objet. J'ai fait une boulette, voilà, c'est le cat file. Et on voit que dans ce tree, bah, j'ai un seul blob, et c'est todo.txt. Si je regarde ce que j'ai dans mon répertoire, on voit bien mes deux fichiers, on voit mon répertoire doc, et si je regarde ce qu'il y a dans le répertoire doc, eh bien mon fichier todo.txt. Donc là, on voit en fait qu'avec un tree, on va pouvoir définir notre arborescence de fichiers, notre espace de travail. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de faire. Donc j'ai parcouru dans un tree, là c'était des autres fichiers, mais c'est la même chose. Alors pour construire un tree, c'est un petit peu plus compliqué que pour un blob. En fait, on est obligé de passer par l'index. Donc vous vous rappelez ce que j'ai dit au début. L'index, c'est une zone temporaire dans laquelle on va mettre des contenus qui vont être committés. Donc avant de pouvoir créer un tree, il va falloir compléter cet index pour remplir cet index comme on le veut, et après créer le tree. Donc on peut regarder ce qu'il y a déjà dans l'index actuellement avec la commande git lsfiles en -stage. Ça c'est la commande qui nous permet d'afficher ce qu'il y a dans l'index courant. Si je regarde mon status, j'ai juste un fichier qui n'est pas, donc c'est le fichier que j'ai créé tout à l'heure, qui n'est pas suivi, donc il n'est pas dans l'index. Et en fait, là, ce qu'il y a dans l'index, ça correspond à ce qui est commité. Ça correspond au tree du head, c'est la même chose. On va le compléter avec l'objet qu'on a créé au début. Donc au début, on a créé, si je remonte un petit peu, voilà, on a créé notre objet sans fichier ici. On va ajouter en fait ce contenu dans l'index pour pouvoir reconstituer un tree avec ce contenu en plus. Donc pour ça, on va utiliser la commande git update index. On va lui dire qu'on veut ajouter, et au lieu de lui mettre directement un fichier, on va directement lui mettre les informations, on va remplir une ligne en fait. Vous voyez, le droit d'accès, SHA-1 et le chemin qu'on veut. Donc là, je vais mettre un droit d'accès de 200 644. Je vais mettre l'identifiant du blob que j'ai créé, et je vais le mettre dans un fichier qui s'appelle hello.txt par exemple. On regarde maintenant le statut. On voit que en fait, ça a rajouté automatiquement notre fichier hello.txt dans l'index. Alors là, c'est un peu ambigu parce qu'en fait, notre fichier hello.txt n'existe pas vraiment. J'ai juste rempli le contenu dans l'index. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi en dessous marqué supprimer, parce que Git, vu qu'il ne voit pas le fichier, il a l'impression que ça a été supprimé. Comme si on avait fait un git add normal, et ensuite qu'on ait supprimé le fichier. Mais on n'a pas fait le git add de la suppression. Donc là, on a modifié notre index. Si maintenant on regarde git ls files en -stage, on voit que maintenant on a notre fichier hello.txt qui est dans l'index, et donc là on va pouvoir créer un nouveau tree avec cette modification.
Et pour ça, on va utiliser la commande git write tree qui va écrire l'index dans un tree. Et une fois qu'on a fait ça, oups, qu'est-ce que c'est pas ça que je voulais faire. Si je fais un git cat file -p et que je regarde mon tree, on retrouve en fait le tree qui correspond à mon index au moment où j'ai fait le git write tree. Donc voilà, là on a réussi à construire un objet de type tree avec une modification dedans. Donc ça c'est bien beau, mais là on n'a que l'information du contenu de notre espace de travail. On n'a pas l'information de qui a modifié ce contenu, à quelle date et pourquoi, on n'a pas de message, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a encore un autre objet, c'est l'objet commit que vous avez plus l'habitude de manipuler. Et cet objet commit contient un pointeur vers un tree, donc qui va décrire le répertoire de travail, un ou plusieurs commits par an, donc la plupart du temps il y a un commit, mais si vous avez des merges, bah, le commit que vous créez, bah, il va avoir 2 commits par an. Un auteur qui va venir directement de la conf de Git, et un message, donc ça c'est votre message de commit. De la même manière, c'est un objet Git, donc il est stocké, il est créé et stocké de la même façon que les autres objets. Alors, on a fait un tri, maintenant on va faire le commit avec la plumbing command correspondante. Donc pour faire un commit, on utilise la commande git commit tree. Ça veut dire commit-moi un tree, on lui donne le tree, option -p pour le précédent, je lui mets ça, je lui mets le commit par an, et je lui mets mon message. Là, c'est censé faire mon commit. Donc on va regarder, là ça marche pas. Mince. En fait, c'est tout à fait normal. C'est que là, je vous affiche les logs et les logs. Alors ma commande LG, c'est un alias. Si vous avez suivi mon premier tuto guide sur la configuration, vous aurez cet alias. C'est un alias qui permet d'afficher toutes les branches en mode une seule ligne et d'afficher toutes les étiquettes comme les tags, les branches, voilà, d'afficher un peu tout et d'avoir une vue en forme de graphe et décorée. Mais elle est quand même basée sur la commande log et elle affiche toutes les branches. Le problème, c'est que là, on a juste créé notre commit et il n'y a aucune branche qui pointe dessus. Donc en fait, il est créé. Donc bah, je reprends ce que j'ai fait. C'est-à-dire, si je remonte, donc on avait créé le tree, donc on a affiché le tree et on a bien notre contenu hello.txt. Et donc pour créer le commit, on va utiliser la commande git commit tree en spécifiant bah, le tree qu'on veut écrire, le commit précédent, donc le commit précédent, je veux que ce soit le dernier de mon historique, et mon message de commit. Voilà. Ça va créer un nouvel objet de type commit. On peut regarder à quoi il ressemble cet objet de type commit. Et là, on voit que cet objet de type commit, il a bien une référence vers le tree que je lui ai spécifié, il a bien un parent, c'est le parent que je lui ai spécifié, il a récupéré l'auteur qui vient de la conf, et on a notre message de commit. Voilà. Et donc ce que je vous disais avant que ça coupe, c'est que bah, on aimerait bien que qu'on voit notre commit qui apparaisse. Sauf qu'en fait, là, on a juste créé le commit et en fait, on n'a pas déplacé de branche. Le commit, il est créé, mais il n'est pas déplacé. Et donc la commande log de base, donc ça, c'est un alias qui affiche toutes les branches. C'est git log -one line decorate all je sais plus quoi. Bref. Et en fait, ça va afficher que les branches. Mais par contre, si je fais un git lg en précisant le commit, là, on voit bien mon commit. On voit bien qu'il est ici. Il est juste avancé d'un cran par rapport à mon master. Donc ça a bien marché. Par contre, il reste encore à déplacer la branche. Donc c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va voir comment marchent les branches. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Voilà. Donc d'une manière générale, c'est plutôt comment marchent les références. Qu'est-ce qu'une référence?
Alors une référence, c'est une façon humaine pour nommer un objet Git. Donc ça, généralement, c'est pour utiliser pour nommer un commit, en fait. Donc comme exemple, on a les branches locales, les branches distantes ou les tags. Donc en fait, ça, c'est vraiment que des pointeurs. Il faut vraiment garder ça en tête. Et ça peut être utilisé dans l'ensemble des commandes Git pour éviter de mettre le SHA-1. Quand vous faites git checkout dev, si vous avez une branche qui s'appelle dev, en fait, ça va faire un git checkout du commit vers lequel pointe dev. Donc ça va aller sur... Alors c'est pas tout à fait ça, en fait, ça va déplacer le head, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Le point important, c'est que c'est une référence vers le commit, et donc ça va tout déplacer vers ce commit. Et les références sont stockées dans le répertoire .git/ref. Donc, dans ce répertoire, on va avoir 3 types de références. Les branches locales qui seront dans ref/heads, les références remote, donc ça c'est vos branches distantes, qui seront dans ref/remote/, et là vous allez avoir le nom de votre répertoire distant, généralement origine, mais vous pouvez avoir d'autres répertoires distants, mais on va dire remote/origine/master. Et vous avez les tags aussi, ref/tags, et là ça va être, vous aurez l'ensemble de vos tags qui pointent vers le commit correspondant. Si je reviens ici, là j'ai ma branche master, je peux aller voir ce qu'il y a dans .git/ref/heads master. Et en fait, on voit que c'est juste un fichier tout simple avec la référence du commit vers lequel il pointe, ici. Pareil, si je regarde les tags, je regarde celui-là de tag, le tag, donc là j'en ai 2, je vais prendre celui-là, 0.137, il pointe vers ce commit. Donc ça, c'est juste des fichiers qu'on peut modifier à la main, mais c'est déconseillé. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il ne faut pas le faire à la main. Il vaut mieux utiliser une commande qui s'appelle git, que j'ai oublié d'ailleurs, git update ref, update ref, j'update ma ref master, et je vais la faire pointer sur mon nouveau commit. Maintenant, je la réaffiche. On voit que la référence a changé. Et si maintenant je fais un git lg sans spécifier le commit, ça va afficher toutes les branches, dont la branche master. Et là, on voit bien que notre branche master a été d'avancée d'un commit, a été déplacée. Donc voilà, une ref, c'est juste un fichier avec un numéro de commit à l'intérieur. Alors, un autre type d'objet que je vais vous évoquer, j'ai parlé des tags. Explicitement, j'ai utilisé le tag 1.0.1 parce que je savais que c'était un tag léger. Mais vous avez des tags annotés. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'il y a 2 types de tags dans Git. Il y a les tags légers qui sont juste des pointeurs, des références, et les tags annotés qui permettent d'ajouter d'autres informations. Par exemple, vous pouvez ajouter votre release note dans le tag. Ça permet aussi d'avoir potentiellement des personnes différentes entre la personne qui fait le dernier commit et par exemple le responsable d'intégration qui pose un tag sur la bonne version qu'il a vérifiée. Donc en fait, un tag annoté, c'est plus comme un commit. Donc c'est un pointeur vers un autre objet de type tag, dans lequel on a des informations en plus. Et comme pour les autres objets, ce sera stocké au même endroit dans object, dans .git.object. Et un tag, ça contient quoi? Ça contient le nom du tag, le nom de la personne qui a tagué, le message, et ça va aussi contenir le commit sur lequel il pointe. Donc, si on regarde par exemple à quoi ressemble le tag 1.0.0, lui c'est un tag annoté. Voilà. Et ben lui, contrairement au 1.0.1 qui pointe vers un de ses commits, lui il pointe vers un autre objet. Donc on va voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Toujours avec la commande git cat file. Et là on voit que c'est encore une autre structure d'objet. On voit que ça commence par un objet. Donc ça c'est l'objet vers lequel il pointe. 85 ED, ben, vous voyez en fait que c'est l'objet du commit. Le type d'objet sur lequel il pointe, donc c'est un commit. Et ensuite, on a les informations du tag. Donc le nom du tag, celui qui a tagué, et le message du tag, là où vous pouvez mettre par exemple votre release note.
Donc voilà, ça c'est un autre type d'objet. Donc si on résume un peu l'ensemble du répertoire .git, on va faire un petit parcours de ce qu'il y a à l'intérieur. Dans les choses qu'on n'a pas vues, on a un fichier commit_edit_msg, ça c'est, le dernier message de commit. C'est utilisé aussi pour construire des templates de commit, par exemple avec des hooks, on va en parler juste après. Ou par exemple quand, vous faites un merge, vous voyez que, au moment du merge, vous avez un message déjà pré-rempli, merge, branch et le nom de la branche que vous avez mergé. Dans ce cas-là, en fait, c'est Git qui automatiquement remplit ce fichier et qui est utilisé ensuite à l'affichage ou pour le commit. Git config, c'est le fichier de votre configuration locale au projet. C'est là-dedans que Git stocke votre configuration locale. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la configuration, je viens justement de faire un tuto là-dessus, donc allez voir ma chaîne YouTube avec constituée d'un seul tuto pour l'instant. Mais voilà, ça explique les différents niveaux de configuration, si vous voulez avoir un peu plus d'explications. Vous avez aussi un fichier description. En fait, ce fichier, il sert pas à grand chose. C'est initialement utilisé pour GitWeb, qui est un outil qui permet d'afficher votre répertoire Git sous forme de page HTML, donc pour l'exposer et puis pouvoir parcourir dedans en mode read-only. Voilà, maintenant, c'est plus trop utilisé avec GitHub, GitLab, on a déjà tout au niveau de l'interface, on l'utilise plus vraiment. Donc ça permettait de rajouter une description à votre projet. Le head, j'en ai pas parlé, mais j'en parle juste après. Le head, ça va définir le pointeur sur lequel on travaille en fait. C'est-à-dire que le head va pointer vers la branche courante. Si on est sur master, le head va avoir une référence sur master. Si on est sur un head détaché, ça peut arriver si par exemple vous faites un git checkout sur un commit bien précis. Là, dans ce cas-là, vous aurez le numéro du commit sur lequel vous pointez. On va voir juste après, pour finir, comment ça se passe avec le head. Les hooks, donc c'est un répertoire avec un ensemble de scripts de personnalisation qui permet de personnaliser des comportements de guide. Par exemple, on peut faire des checks au niveau des messages de commit. On veut par exemple que le message de commit commence par un numéro de fait technique. Et ben dans ce cas-là, on peut faire un check et si c'est pas bon, le script échoue et donc le commit échoue. On peut faire aussi forcer par exemple l'exécution d'un linter en pré-commit par exemple pour être sûr que tout est valide, etc. Il y a plein d'autres hooks possibles. Le fichier index, donc ça c'est un fichier binaire qui en fait correspond à l'index, donc la staging, c'est là-dedans que sont stockées les informations de l'index. Le répertoire object, on en a parlé, c'est là où tous les objets sont stockés. Le répertoire ref, on en a parlé, c'est là où toutes les références sont stockées. Et enfin, il y a le répertoire logs. Le répertoire logs en fait contient l'ensemble des logs que Git a levé à chaque mouvement de référence. C'est-à-dire quand vous faites un checkout, Git checkout dev par exemple, on va avoir un log qui dit vous êtes passé de là à là. Le head a été déplacé là. Si vous faites un reset hard, vous allez voir vers quoi vous êtes allé et où vous étiez. Et ça, on peut l'utiliser avec la commande git reflog pour voir exactement l'ensemble des actions qu'on a fait sur Git. Et ça peut nous permettre de retrouver des commits qu'on pensait avoir perdus. C'est-à-dire vous faites un git reset hard sur un autre commit. Le commit sur lequel vous étiez, il n'est pas, à moins que vous fassiez un garbage collector de Git, il n'est pas effacé tout de suite. Vous avez pas mal de temps avant que ce soit effacé. Donc vous pouvez toujours le retrouver et vous repositionner dessus si besoin. Donc avec la commande git reflog, vous pouvez retrouver quel était ce commit et remettre une branche dessus ou vous redéplacer dessus par exemple. Donc juste pour détailler les deux petits points qu'on n'a pas évoqués, donc l'index c'est le fichier binaire contenant en fait les modifications ajoutées à l'index. Et on l'a vu tout à l'heure, en fait on peut voir ce qu'il y a dedans avec la commande git lsfile -stage. Et je finirai sur le head, donc le dernier point qu'on n'a pas vu. Le head, donc je vais faire la dernière manipulation. Si on regarde ce qu'il y a au niveau du head, le head il est directement à la racine du point git. Là on voit qu'on a une référence vers master. Si je affiche ça, hop. On peut le modifier avec la commande que je me souviens pas, c'est symbolic ref, voilà, git symbolic ref head. Et là, je peux lui dire le head, tu vas me le faire pointer sur la branche distante. Voilà.
Et là, on voit que le head, il a été déplacé sur le même commit. Voilà. Si je fais git checkout-b, donc pour créer une nouvelle branche et se déplacer dessus, si je l'appelle dev et que je me déplace ici, on voit que le head s'est automatiquement déplacé sur cette nouvelle branche dev, et si on regarde le fichier, il a été automatiquement modifié vers cette branche. Voilà. Si on fait un git checkout sur un commit précis, là, bon, il nous dit que on est sur une branche détachée, il faut créer une branche et tout ça, mais on peut regarder ce qu'il y a dedans. Là, on voit que pour le coup, c'est plus une référence, mais c'est directement le commit. Il pointe sur ce commit. Donc voilà, déjà sur une petite introduction sur un petit panel des commandes plumbing qu'on peut utiliser pour s'amuser d'abord, parce que ça vous l'utiliserez pas tous les jours, mais ça vous permet de comprendre comment sont faits les fichiers, comment Git stocke les informations, et ça permet aussi de bien comprendre en fait que nos objets, ils sont dans Git, dans le répertoire .git.object, et qui sont pas effacés tout de suite. Il faut vraiment faire des opérations de maintenance, ou si vous avez un répertoire qui est très gros, dans ce cas-là, Git va automatiquement exécuter le garbage collector. Mais sur des projets normaux, le garbage collector n'est pas exécuté, donc vos objets, ils restent quand même un certain nombre de temps présents, donc vous pouvez toujours récupérer des objets que vous avez perdus auparavant. Et ça permet aussi de consolider cette idée qu'une branche, c'est pas comme dans SVN où c'est une copie intégrale du projet. Une branche, c'est vraiment juste un pointeur sur lequel on peut jouer comme on veut, et Git n'a pas besoin, ne fait pas de copie, et il n'y a pas de lien entre les branches. Une branche sert juste à faire un pointeur sur un commit. Donc voilà pour cette présentation sur les plumbing commands et sur un état des lieux un peu du répertoire .git, ce qui est à l'intérieur. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Git, je vous invite à me contacter. Vous pouvez suivre ma chaîne YouTube qui contient une seule vidéo pour l'instant, mais normalement je vais en faire une par semaine, une par toutes les 2 semaines, je pense. Sinon, j'ai déjà des articles de blog sur gitaddict.com, donc ça, vous pouvez aller les voir. Ou sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn sans problème si vous avez des questions. Et je vous donne aussi tous les liens du GDG. Donc, abonnez-vous à la page LinkedIn de GDG si vous voulez être notifié des prochains événements. Vous pouvez aller voir aussi la chaîne YouTube, donc GDG France, où on a nos précédents talks qu'on a mis dessus. Et vous pouvez aussi voir la page du GDG si vous voulez voir l'ensemble des événements qui sont déjà programmés et pour avoir les prochains. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ton talk, Fabrice. C'était super intéressant. En tout cas, j'ai appris des choses, notamment sur les tags. Genre, il y avait des trucs que je savais pas. Tag à noter? Ouais, le fait qu'il y ait des tags annotés, des tags non annotés, enfin bon, voilà. C'était chouette. On n'a pas de questions pour l'instant dans le chat et pas non plus sur YouTube. Moi, j'avais une petite question, mais c'est pas une question piège. Peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais Merde. c'était plutôt pour connaître l'historique de Git. À quel moment Git est apparu et pourquoi? C'était pour résoudre quel type de problème à l'époque? Alors, Git, en fait, est apparu en 2005. Donc, c'est Linus Torvald, le créateur du noyau Linux, qui en 2005, jusqu'à 2005, pour le noyau Linux, il utilisait BitKeeper, en fait, qui est un VCS propriétaire. Et il a été utilisé gratuitement. En fait, le président de BitKeeper le laissait gratuitement aux contributeurs du noyau Linux. Jusqu'au jour où il y en a un des contributeurs qui a fait du rétro-engineering sur BitKeeper, et donc c'est commencé à monter en mayonnaise. Et donc il a dit non, maintenant vous n'avez plus le droit de l'utiliser, ou alors il faut payer, quoi. Donc Linus Torvald a pris un congé sabbatique d'une semaine pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Et comme il n'a pas trouvé un VCS équivalent, c'est-à-dire un VCS distribué nécessaire pour un projet open source et pouvant gérer des centaines de branches, comme ce qu'il y a sur le projet Linux, il a décidé de le créer. Voilà. Et là, Légende dit que quelques jours après, il y avait une première version et que, en fait, si on regarde dans les logs
des communications. Git a été utilisé, je crois, 2 ou 3 mois après pour vraiment le noyau Linux. Mais il avait déjà été opérationnel plusieurs semaines avant, quoi. Donc voilà, c'est 2005, en même temps que Mercurial. Et Mercurial, on n'entend plus parler. Je sais pas ce que c'était un équivalent? Ouais, c'était un autre VCS Ok, distribué. d'accord. Ouais. Je l'ai jamais utilisé, hein, mais Git a pris le ah, dessus. voilà, Git a pris le dessus. Ouais. Ok. Super, bah, merci pour le petit historique. Bah de rien. Et est-ce que vous savez, allez, tant qu'on parle de l'historique, est-ce que vous savez pourquoi Git s'appelle Git? Moi, personnellement, je ne sais pas. Non? Alors il y a plusieurs versions. Il y a la version officielle de Linus. En fait, toutes les versions viennent de Linus, mais c'est celle qui privilégie. Il explique qu'il nomme tous ses projets par rapport à lui-même parce qu'il sait que c'est quelqu'un d'égocentrique. Donc il a appelé Linux pour Linus. Et donc là, il cherchait un nom pour Git. Et il aurait entendu ce mot Git dans une chanson des Beatles qui s'appelle I'm So Tired. Alors j'ai plus les paroles, mais il y a le mot Git qui sort. Et en fait, Git veut dire connard, bâtard, quoi. Donc il s'est dit, bon, ça c'est parfait pour moi. Et après, il a donné 3 autres explications. En gros, c'est une commande Unix de 3 lettres prononçable qui n'est pas utilisée par une autre commande Unix, quoi. Sinon, ça peut vouloir dire Global Information Tracker, parce qu'on a vu là que on peut stocker n'importe quel type d'information, en fait. Donc c'est vraiment un tracker d'informations. Et la dernière raison, ça peut vouloir dire Goddamn Idiomatic Truckload of Shit. Ça, c'est quand ça marche pas. Ok, je crois qu'on a reperdu ta caméra. Si tu peux recouper et remettre. Ok, que de légendes. Merci, c'était une super présentation. Global Information Tracker, c'est top, dit David. Il y a des gens qui disent merci, il y a des gens qui ont dit que c'était top, donc voilà, mais pas de questions. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas Ouais. à me contacter. J'essaye de répondre. J'ai mis dans le chat tous les liens pour pouvoir te suivre, ainsi que le GDG. Donc, a priori, si les gens ont des questions, ils pourront te contacter. Et surtout, n'hésitez pas encore une fois à nous suivre, puisque l'agenda, comme j'ai dit, est chargé pour la fin d'année, donc il y aura plein de surprises. Donc voilà. Merci Fabrice, c'était très bien pour regarder les détails sur Git, super intéressant. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est la première fois, moi, que je vois autant de détails sur l'intérieur de Git. Après 6 ans, 7 ans à utiliser Git, je ne m'étais pas posé ce genre de questions. Donc non, c'est top. Voilà. Super, et ben merci. Toujours pas, mais... On va pouvoir couper et puis à très bientôt tout le monde. Merci. Merci pour votre participation.